Ici Pascal Girard. Bienvenue au Cercle de presse du Saguenay. Cette semaine, c'est un cercle de presse spécial alors qu'on se déplace dans les locaux du programme d'art et technologie des médias qui a vu son exclusivité menacée. Pour nous en parler, nous recevons la directrice générale du Cégep de Jonquière, Mme Guylaine Proulx, la directrice des études, Mme Jasmine Gauthier, et un diplômé d'ATM, un réalisateur qui œuvre dans le milieu depuis 30 ans, Pierre Séguin. Bon cercle. On va parler évidemment de la question d'exclusivité du Cégep de Jonquière, du programme d'ATM. À ma droite, donc à votre gauche pour vous qui êtes face à moi, j'ai Pierre Séguin, réalisateur longue carrière de 30 ans, diplômé du programme d'ATM, donc une liste longue comme ça de réalisations, qui est avec nous et qui est descendu spécifiquement pour être là ce matin. Je veux dire ça, mais je viens chaque année de toute façon. Oh non, mais ça paraît. Ça va être Par la suite, la directrice générale du Cégep de Jonquière, Mme Guylaine Proulx, et la directrice des études, Mme Jasmine Gauthier. Donc, vous avez le 9-10 minutes d'introduction. Vous débutez par Mme Proulx. Je vais y aller. Mme Proulx, merci. Par la suite, on passera aux questions. La première question a déjà été attribuée par la firme Girard à Marc Saint-Hilaire. Pour les autres questions, donc j'invite simplement à me faire signe de la main, et incluant les étudiants en ATM qui ont été mandatés ce matin pour être les représentants officiels de leur cohorte. Donc, voilà, c'est assez pour moi. Et Mme Proulx, merci de nous accueillir et à vous. Merci à vous d'être là dans nos studios, ça nous fait plaisir. En fait, je mettrai la table en mettant les faits sur la table, là, comment ça s'est déroulé, tout ça, cette brèche dans l'exclusivité de notre programme Arts et technologie des médias, exclusivité que l'on détient depuis 45 ans. En fait, c'est tout à fait par hasard, le 11 décembre dernier, qu'un enseignant du département d'Arts et technologie des médias, dans une revue spécialisée en communication qui s'appelle Qui fait quoi?, a vu un article dans lequel on voyait une publicité à l'effet que dès septembre 2013, le Collège Grasset, plus précisément l'Institut Grasset, allait offrir le programme 589 A0, le DEC en production télévisuelle. Alors évidemment, ça a été une surprise. Donc la première démarche qu'on a faite, c'est avec notre député ministre Sylvain Gaudreault et son équipe. On a essayé de voir, d'où ça venait, qui avait signé cette autorisation et tout ça. Donc, avant les fêtes, on a pu savoir, là, grâce à l'équipe de M. Gaudreault, que c'est l'ancienne ministre de l'Éducation, Mme Courchaine, qui avait signé une autorisation de dispenser le programme à Grasset sans agrément. Sans agrément, ça veut dire que ils ont l'autorisation d'offrir le programme, mais ne peuvent recevoir les sous du ministère de l'Éducation pour notamment acheter des équipements. Donc, ils doivent absorber ces coûts-là et, par conséquent, charger des frais d'inscription là, qui pourraient varier entre 18 000 à 20 000 $ pour les 14 mois de la formation. Donc, évidemment, ça nous a bousculé un peu, surtout que ça s'est signé ça le 13 juillet et on sait que le 1er août, il y avait dissolution de la Chambre, de l'ancien gouvernement, parce qu'on s'en allait en élection. Donc, est arrivée la période des fêtes et tout ça, et c'est par la suite qu'on a poursuivi nos démarches auprès du ministère de l'Éducation en disant, comment se fait-il que cette demande-là nous a passé sous le nez, que comme collège, avec cette exclusivité-là, on aurait pu être au moins consulté, parce que dans les collèges publics, ça doit se passer comme ça. On doit consulter les collèges qui donnent le programme. Alors, ce qu'on nous a dit, c'est qu'en avril 2012, Grasset avait demandé au ministère de l'Éducation l'autorisation de donner le programme avec agrément, c'est-à-dire avec les sous pour défrayer la formation, et ça a été refusé au ministère de l'Éducation en disant, écoutez, il y a deux raisons majeures. D'abord, le Cégep de Jonquière offre ce programme-là depuis 45 ans, le fait avec brio, et donc il n'y a pas lieu là, de l'industrie est satisfaite. Et l'autre aspect qui est très primordial aussi, sur lequel s'appuie le ministère, c'est que ce qu'on appelle le modèle adéquation formation-emploi, c'est-à-dire l'équilibre entre les inscrits dans un programme et la demande d'emploi, apportait un diagnostic d'équilibre. Donc, il n'y a pas de pénurie de main-d'œuvre au Québec présentement, ni dans la région de Montréal, qui fait en sorte qu'on aurait pu, par exemple, dire il y a tellement de besoins que pour 3 ans, par exemple, on décide de former 50 étudiants par année à Montréal. Alors, ce n'était pas du tout dans cette optique-là.
Donc, évidemment, s'est mis en place une stratégie d'abord de discussion avec le gouvernement en place, une stratégie d'appui avec la Fédération des cégeps, des 48 collèges publics qui voient avec ce qui nous arrive pourrait représenter des dangers pour eux. Il n'y a pas juste le cégep de Jonquière qui a une exclusivité. On sait que dans la région, il y a Chicoutimi Pilotage, Saint-Félicien avec Milieu naturel, mais il y a des collèges à Montréal, Rosemont par exemple avec Thanatologie, Édouard Montpetit avec Aéronautique. Donc, la façon dont ça s'est passé, ça représente un danger pour eux. Le fait que le ministère a dit non, le Collège Grasset a utilisé la loi de l'enseignement privé dans laquelle, là, on voit qu'il y a une élasticité. Dans la loi, on prévoit que pour obtenir l'autorisation d'offrir un programme d'études, que ce soit universitaire, collégial ou secondaire, là, il y a un comité consultatif de l'enseignement privé qui est formé, là, évidemment, des gens du privé, qui, sur avis à la ministre, peuvent recommander d'offrir le programme en autant que l'institution qui le demande démontre qu'elle a les reins assez solides sur le plan financier et l'expertise là, des profs pour donner ça. Alors, nous, dans le public, c'est beaucoup plus difficile que ça. Alors, deux conditions qui, pour certains collèges qui en ont les moyens, c'est assez facile à... Et à ce moment-là, bien, le comité consultatif a dit oui, Grasset a les reins assez solides. D'ailleurs, là-dessus, on peut retrouver, si vous allez sur le site Internet de ce comité consultatif-là, l'avis qui a été fourni. Alors là, on a entrepris une stratégie avec le politique, une stratégie avec la Fédération des cégeps et aussi un exercice de mobilisation. Et je vais terminer là-dessus, là, en disant qu'on a envoyé 242 lettres de demande d'appui à des organismes, des personnes ciblées du monde politique, des gens de l'industrie, organismes socio-économiques. À ce jour, on a eu 163 retours après 2 semaines. Et par le biais des médias sociaux, on a eu 1328 appui. En fait, au moment où on se parle aujourd'hui, le ministre de l'Enseignement supérieur, avant d'aller au sommet la semaine prochaine, a minimalement là, 1500 lettres d'appui dans sa boîte électronique là, par rapport à ça. Et aussi, on avait interpellé via Facebook 1986 personnes, généralement des anciens diplômés, pour lesquels on ne peut pas comptabiliser lequel a fait un appui. Donc, c'est un peu l'état de la mobilisation, c'est un peu l'état du dossier. Et j'ai pris beaucoup de temps, je vais laisser la place aux autres. En fait, moi, j'avais, comme directrice des études, tout comme mes prédécesseurs, parce que ça fait 45 ans qu'on doit défendre cette exclusivité-là au fil des ans, au fil de diverses situations. Alors, je fais un rappel, l'ATM, c'est 3 programmes, dont 2 sont exclusifs à Jonquière. Alors, c'est-à-dire qu'il y a 6 voies de sortie dans le domaine des médias qui sont complémentaires, qui représentent un créneau d'excellence reconnu dans tout le Québec. Et par cette complémentarité-là, la convergence de ces voies de sortie-là, les 6 voies de sortie, ça permet d'avoir un créneau d'excellence qui se démarque. Alors, c'est pas juste une voie de sortie qu'on démarre là, dans un collège, mais c'est bien ce qui fait la force de nos programmes. C'est le travail en collaboration de 3 départements, des projets pédagogiques qui sont partagés aussi par les équipes d'enseignants, d'étudiants. Les Jeux du Québec sont un bel exemple de cette convergence-là entre les départements. Alors, les étudiants sont déjà appelés à travailler avec des collègues, de futurs collègues. Ils développent déjà cette expertise-là. Alors, je le rappelle, 45 ans d'expertise, c'est 50 spécialistes, enseignants et techniciens qui œuvrent chez nous. Ça, c'est plus de 3 millions en masse salariale. C'est un détail, vous me direz, là, mais je pense que ça peut être très important pour la région. C'est 640 étudiants, dont 80% proviennent de l'extérieur, soit environ 500 personnes de plus qui vivent à Saguenay. Hein. Ces jeunes-là vivent à Saguenay. Alors, ils habitent ici, ils font leur épicerie ici, ils vont au cinéma. Alors, je pense qu'ils participent à la vie du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et le Cégep, à travers ces programmes-là, fournit 200 finissants hautement qualifiés qui rejoignent le marché du travail. Et Mme Proulx l'a dit tout à l'heure, le marché du travail qui est hautement satisfait. Il y a suffisamment de finissants. Alors évidemment, on ne comprend pas la démarche. Dans les dernières années aussi, c'est 30 millions en investissement et en infrastructures qui proviennent de fonds publics, des équipements à la fine pointe de la technologie. Vous voyez nos laboratoires. Ça, c'est un laboratoire de classe. Alors, je pense que des plateaux de professionnels comme ceux-là, des équipements en nombre suffisant aussi. C'est pas juste une caméra pour 20 personnes. Non, c'est des équipements qui sont suffisants. Alors, on se compare, et en termes de technologie, on se compare avantageusement au marché du travail, évidemment.
C'est aussi l'agence Focus, c'est Classe Radio, c'est le journal La Pige, c'est l'agence Embryo, des projets pédagogiques qui soutiennent plusieurs OSBL dans la région. Alors, en formant 6 profils différents qui se côtoient pendant leur formation, qui se côtoient également sur le marché du travail, c'est la force de ce programme-là, puisqu'il y a une convergence entre les futurs journalistes. Mais pourtant, depuis 40 ans, on doit constamment défendre cette exclusivité. Alors, il y a un autre phénomène aussi, c'est que, bon, nos étudiants, les étudiants, en étant ici 3 ans à Jonquière, les diplômés sont imprégnés de leur expérience et de leur vécu dans la région. Alors, lorsqu'ils, comme futurs diplômés, ils auront à traiter de dossiers régionaux. Ça, c'est des jeunes qui, même s'ils viennent de Montréal, auront connu les réalités régionales. Et je pense que c'est important, dans un contexte d'occupation du territoire, de voir, de s'assurer justement de cette distribution-là à la grandeur du Québec. Les étudiants inscrits en ATM représentent 20 de la clientèle du cégep. Ils donnent une couleur unique au cégep grâce à leur implication dans la vie étudiante, les projets étudiants. Ils font parler d'eux constamment. Cette particularité se répercute également dans la région puisque les étudiants sont partout. Ils amènent un dynamisme à la vie régionale en participant à des événements publics, salons du livre, des spectacles, Saguenay en neige, les festivals. Ils font partie de notre identité régionale depuis 45 ans. Alors, toute la population est invitée à soutenir et à expédier, encore une fois, la lettre à M. Pierre Duchesne. On sait qu'on a déjà 1500 appuis, mais on demande davantage d'appui. Alors, soit sur Facebook, soit sur la page d'accueil du Cégep de Jonquière. C'est très simple. On a seulement à écrire notre nom et on peut envoyer la lettre à M. Duchesne pour protéger notre exclusivité. Merci. Monsieur Séguin. Pierre Séguin, je suis réalisateur de spéciaux de variété. Je suis de la cohorte de 83. Ici, moi, je suis un passionné de télévision depuis au moins 45 ans. Ce qui fait que quand je suis passé par ici, j'étais étudiant, mais en même temps, je travaillais dans une CKRS, CKTV aujourd'hui, mais CKRS à l'époque, qui était l'affilié de Radio-Canada en région. Donc, j'ai fait mes études ici. Je restais ici les étés et dans le temps des fêtes, dans les vacances, je faisais les remplacements, tout ça, des gens qui prenaient leurs vacances. Moi, je suis de la cohorte de 83, ce qui fait qu'il y avait 3 options au moment où on terminait. Il y avait production télé, il y avait télé, publicité, presse écrite. 4 options, c'est-à-dire publicité, presse écrite, radio et télévision. Moi, j'ai fait mon profil en télévision. J'ai sorti comme technicien, monteur, aiguilleur. Petit à petit, avec l'expertise que j'avais ramassée ici, je me suis retrouvé réalisateur. J'ai commencé à faire des clips au début des années 80. Puis j'ai développé l'expertise de faire de la télé en direct. J'ai fait des grands spéciaux pour le jazz, les francopholies, les galas juste pour rire, le grand rire de Québec. J'ai fait toute la série La Petite Vie, des galas, de la disque, des Gémeaux, des Jutras, des Oliviers. Des grands spéciaux, les fêtes nationales sur les plaines et à Montréal, puis des captations de style Paul McCartney sur les plaines en 2008, Placido Domingo, Sting, tout ça. Ce qui fait que pour moi, et puis je reviens à chaque année ici à Jonquière pour rencontrer les étudiants, pour leur parler, prendre le pouls. La plupart des profs sont mes amis ici ou le deviennent au fil du temps. Et c'est comme ça avec plusieurs de mes collègues qui reviennent ici. C'est un alma mater qui est très important pour nous. Puis on le constate dans l'industrie, sur les plateaux. Il y a souvent plus de 80% des gens qui travaillent de toutes les professions en production télé, en tout cas, de ce que moi je peux témoigner, qui proviennent d'art et technologie des médias, de différents domaines. Puis je prends des stagiaires aussi à chaque année, depuis 30 ans, avec quelques années de saut, parce que des fois j'étais en production à l'extérieur et je ne pouvais pas le faire. Mais donc, pour nous, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ATM offre une qualité d'enseignement en art et technologie des médias qui est incomparable. Je ne dis pas qu'elle est incomparable avec d'autres institutions telles les universités, les programmes, il y a d'autres très bons programmes, mais au niveau du programme d'art et technologie des médias, le 589.01, c'est vraiment, en fait, quand on sort du cégep à 19 ans, 20 ans, puis qu'on a cette expérience-là, on est ferré pour entrer dans l'industrie. Et puis, c'est ça que je viens vous dire ce matin. Et puis, je trouve que l'exclusivité, à cause du fait qu'on connaît les profs, qu'on a des relations privilégiées, qu'on connaît en réalité les étudiants, que les profs nous connaissent, les gens de l'industrie, et qui viennent cibler qui devrait aller dans quel endroit, et la diversité des programmes en ATM qui fait que les gens
d'une option côtoient les gens de l'autre option. Les gens de publicité peuvent se faire produire des pubs par les gens de production. Ça crée des réseaux qui vont se constituer, qui vont se poursuivre aussi dans leur vie professionnelle. Puis le fait d'être à Jonquière, ma foi, moi, c'était un coup de pied au cul que je me suis donné à 16 ans pour dire, bon là, faut que j'aille à Jonquière. Je veux-tu vraiment faire ce programme-là? Je veux-tu vraiment travailler là-dedans? Alors, il y a cette volonté-là qui fait que ceux qui se ramassent en ATM, ce sont des gens déjà au départ qui ont un bon profil de réussite. Alors, c'est ce que je suis venu vous dire ce matin. Mais je poursuis dans cette veine-là en continuant à venir rencontrer les étudiants. Puis en jasant avec eux autres aussi, c'est important. Merci. Merci beaucoup, M. Séguin. On va maintenant passer à la période de questions. J'avais déjà annoncé Marc Saint-Hilaire qui sera suivi de Vicky Boutin et j'inviterai donc à me faire signe. Donc, j'envoie. Donc, première question, Marc Saint-Hilaire, Le Quotidien. Bon matin. Alors, ma question, si M. le Président me le permet, je vais poser 2 questions. On ne fait jamais des choses comme ça au centre de presse. Alors Madame Proulx, j'aimerais savoir, ou peut-être vous aussi, est-ce qu'il y a déjà été question ou ça a déjà été pensé d'offrir un programme, ou en tout cas d'offrir certains cours hors campus, justement pour répondre à une certaine demande, comme on voit un peu dans le monde universitaire, certains cours en 3e année, par exemple, donner la chance à un étudiant qui demeure à Montréal d'étudier dans son secteur, d'étudier dans son milieu de vie, en fait, avant d'entreprendre le marché du travail. Et j'aimerais aussi savoir, M. Séguin... On va y revenir, Marc. OK, pas de problème. À la première. Okay. Je suis heureuse, M. Saint-Hilaire, de vous poser la question. Puis la réponse, c'est oui. Je vais donner 2 exemples concrets. Puis ça aurait peut-être été, si on avait su, si tout s'était pas passé en catimini, on aurait peut-être pu regarder quelque chose avec Grasset. Il y a 3 ans, il y a des profs qui avaient collaboré. Il y avait eu un rapport au niveau des immigrants à l'effet qu'ils étaient peu présents dans les médias. Et le ministère de l'Immigration nous avait approchés. On avait commencé à rencontrer des communautés interculturelles à Montréal. Et l'idée, c'était que c'était le Cégep de Jonquière qui donnait la formation. Bien sûr, il y aurait pu avoir de la théorie donnée dans certains locaux à Montréal par nos profs ici en provenance du Cégep. Et bien sûr, les étudiants seraient venus faire des stages intensifs là, pour profiter des équipements. On a regardé aussi du côté de faire une traduction du programme, l'offrir en anglais, peut-être pendant la période estivale, notamment des populations autochtones qui voulaient... donc ça, c'est toujours des projets qui sont dans les airs. Je tiens à le préciser parce que Grasset dit que c'est pour les immigrants qui a demandé un permis de 25. Alors moi, ce que je dis, c'est que le Cégep de Jonquière aurait pu très bien répondre à la demande des immigrants. Ce que je peux rajouter quelque chose, c'est que M. Saint-Hilaire, le centre NAD, c'est un exercice qui a déjà eu lieu, qui était un centre d'enseignement en 3D, si on veut, en développement d'images de synthèse. Et c'était une formation qui était donnée par le Cégep de Jonquière à Montréal, si je ne m'abuse. Alors, il est sorti des gens de là. Il y a eu des expériences déjà de En fait, on avait déjà les locaux avec le Centre NAD qu'on partage avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Si tu permets, Marc, on va revenir à ta question au 2e tour. Merci. Donc, prochaine question, Vicky Boutin. Par la suite, Éric Arsenault à Cégep de Jonquière. Je me demande, en fait, est-ce que vous croyez, qu'est-ce que vous espérez? Est-ce que c'est toujours possible, selon vous, un revirement de situation, que le programme ne soit pas donné à André Grasset? Eux disent qu'il est trop tard, c'est déjà en septembre qu'il doit être offert aux étudiants. Est-ce que vous croyez à ce moment-ci que c'est toujours possible là, d'annuler tout ça? Nous, dans la lutte que nous menons présentement, ce que l'on vise, et d'ailleurs les lettres d'appui le disent bien, c'est de retirer le permis qui est offert à Grasset, qui est pour une période de 3 ans, mais qui peut se renouveler automatiquement. Et ça implique le fait, en fait, ce qu'on vise, c'est 2 affaires. C'est qu'on veut qu'au niveau de la Fédération des cégeps, les 48 collèges publics, pour une fois, on légifère en disant... ATM, c'est au Cégep de Jonquière, c'est intouchable. Et deuxièmement, que l'on modifie la loi sur l'enseignement privé pour que l'on puisse faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Madame Proulx, je vais
Éric, une question qui me vient de l'excellent texte d'un de vos élèves, Raphaël Lapierre, publié dans La Pige ainsi que dans le quotidien de lundi. D'ailleurs, je peux voir qu'il n'y a pas juste sur le quotidien que la photo du journaliste et le journaliste peuvent différer. Est-ce que le nœud du problème ne vient pas du fait, c'est ce qu'on apprend dans son texte, c'est qu'on parle d'exclusivité du cégep de Jonquière, bon, du programme ATM, c'est ce qui a été rapporté dans les médias et tout, mais c'est inscrit nulle part que c'est une exclusivité légale ou réglementaire. Est-ce que c'est pas un peu le fond du problème, que vous avez une exclusivité, mais qui n'était pas nécessairement protégée complètement? Dans les faits, ça fait partie un peu, j'appellerais ça des ententes tacites ou dans les us et coutumes, qui fait en sorte, vous avez vu la réponse qu'a donnée le ministère lorsque Grasset l'a demandé. Donc, généralement, cette réponse-là était toujours donnée. Du côté des collèges publics, il y a eu des tentatives d'avoir ATM, mais ça a toujours été refusé comme tel. Donc, nous... Là, ce qu'on veut, c'est qu'on n'a jamais été la brèche n'a jamais été aussi large. Donc, il est temps là, qu'on légifère là-dessus et que ce soit bien inscrit. Surtout que pour les cégeps en région, si on doit se confiner à ne former que la main-d'œuvre régionale, vous allez comprendre que dans la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, quatre collèges, c'est beaucoup trop. Certains devront fermer leurs portes. Donc, et ça, là-dessus, je peux vous dire qu'on a un très bon appui de la Fédération des cégeps là, pour qu'on statue sur l'exclusivité. Et à ce moment-là, ça donne une force parce que si les collèges publics se donnent un mode d'autorégulation de la carte des programmes, bien, ça devient un petit peu gênant à ce moment-là pour l'enseignement privé d'eux autres avoir une loi qui permet tout. Donc, ça donne un bras de fer au gouvernement de dire, écoutez, il y a des règles qui s'établissent dans les collèges publics, elles devront aussi s'établir pour l'enseignement privé. Si je peux compléter, c'est que la situation actuelle permet, l'année prochaine, de partir une autre voie de sortie, puis l'année suivante, pour un autre collège privé. Si on a les ressources financières, si on les rend assez solides, il n'y a rien qui les empêche de faire la même chose. C'est ce qu'on dénonce, puis c'est ça qu'il faut qu'il soit changé dans la loi sur l'enseignement privé. Prochaine question, Éric Arsenault, qui sera suivi par Catherine Gaudreault. Est-ce que, Mme Proulx, ça pourrait pas être pertinent de soulever cette question-là, cette problématique-là, au sommet sur l'enseignement supérieur la semaine prochaine? Est-ce qu'il y a des choses qui doivent être dites? Je comprends qu'on parle beaucoup de frais de scolarité, puis d'université, puis que ça risque peut-être d'être noyé à travers tout le flot de discussion, mais est-ce que ça serait pas la plateforme, le forum pour discuter de ça? C'est tout à fait la stratégie qui s'en vient. Là, après le cercle, je quitterai pour Québec. On sera en forum des directrices généraux des collèges pendant 2 jours, dans lequel on va discuter des propositions à débattre au sommet de l'éducation lundi et mardi prochain. Et bien sûr, le maintien des exclusivités fait partie des enjeux. Et le travail qu'on a fait ici à Jonquière, d'appeler tous les collègues directeurs et directrices généraux, devrait faire en sorte qu'on sorte assez fort avec cette proposition-là demain après-midi pour l'amener. En fait, ce qu'on veut, c'est d'avoir un appui unanime des 48 collèges au sommet la semaine prochaine sur cette question-là. Vous avez dit tout à l'heure que la Fédération des cégeps vous avait offert votre appui dans cette cause-là, dans ce dossier-là, mais est-ce que individuellement, chacun des collèges, des directions, entre autres ceux qui ont des programmes qui sont exclusifs, sont sortis sur la place publique, vous ont personnellement appuyé? Au moment où on se parle, les 3 autres collèges de la région nous ont appuyés. Stratégiquement, moi, j'attendais de débattre de la proposition avec les 48 DG pour Mme Gauthier fait la même chose avec les directions des études. Donc, oui, ça s'en vient. Et on peut dire que du côté des syndicats des enseignants, presque tous les appuis sont rentrés là, de tous les collèges du Québec par rapport à ce fameux maintien de l'exclusivité-là. Madame Proulx, est-ce que, dans le fond, qu'est-ce qui va être demandé? Est-ce que, quand vous parlez aux autres dirigeants de cégep, est-ce que vous voulez en venir à dire on veut protéger notre exclusivité ou vous voulez en venir à une proposition globale que d'avoir une liste reconnue d'exclusivité? Parce que dans le fond, c'est pas nécessairement de seulement protéger ATM, mais c'est de reconnaître qu'il y a dans une loi, dans un règlement, que les exclusivités soient reconnues. Est-ce que c'est ça, dans le fond, le combat? Oui, une liste reconnue
toutefois qui pourrait permettre, là, bon, je vais donner un exemple qui m'a été amené, là, d'ailleurs, M. Côte-Noir de la CSN en parlait. Bon, par exemple, si on prend le domaine des mines, hein, ça appartient, tout le monde ne s'étonne pas, ça appartient au cégep de l'Abitibi. Donc, moi, je suis tout à fait à l'aise qu'on dit c'est intouchable. Toutefois, si on avait dans la région du Lac-Saint-Jean un besoin par rapport à une prospection minière qui arriverait soudainement, bien, on pourrait avoir une entente avec Abitibi pour dire, par exemple, est-ce que pendant 2 ans, est-ce qu'on ne pourrait pas offrir le programme? Nous, on est ouvert, on n'est pas... je reprends l'exemple avec les immigrants tout à l'heure. On aurait pu le faire avec Grasset, de dire, oui, vous avez un besoin de former des immigrants, oui, on va vous accompagner, on a tous les profs, on a tout l'équipement, nos profs, certains sont mobiles, on va y aller. Alors, c'est ça qu'on veut. Okay. Merci. Donc, prochaine question, Catherine Gaudreau, Astral, qui sera suivie par Marc Saint-Hilaire. Madame Proulx, justement, vous venez d'en faire mention, le fait que peut-être de s'entendre avec Grasset. Est-ce que dans votre plan de match, est-ce que ça fait partie des possibilités? Parce que là, le temps va vite quand même. L'automne, ça s'en vient rapidement. Votre plan d'action à court terme, il y a le sommet sur l'éducation, mais c'est quoi par la suite? Est-ce qu'il pourrait y avoir une mobilisation plus importante? Oui, vous avez plusieurs appuis, mais après ça, on fait quoi si jamais la décision est maintenue? Pour Grasset, d'ailleurs, la directrice de Grasset a d'ailleurs donné une entrevue à Radio-Canada, à la radio, ici dans la région et dans le Devoir aussi, dans laquelle elle nous offre toute sa collaboration. Je la trouve très gentille, je la remercie. Toutefois, je pense qu'il aurait fallu que pour qu'une collaboration soit faite, qu'on ne fasse pas les choses en cachette, en catimini. Bon, ceci dit, quand elle nous interpellera, on verra. Pour le reste, en tout cas, nous, la position, elle est simple. Il ne faut pas que Grasset donne la formation cet automne. Donc, on mise beaucoup sur le sommet. On mise bien sûr sur le gouvernement en place. Et si c'est pas ça, il y aura d'autres actions qui vont se mettre en branle pour arriver à nos fins. Quel genre d'action? Bon, manifestation. En fait, là, vous voyez qu'on a quand même une bonne discussion avec le gouvernement en place. On a un appui de taille avec la Fédération des cégeps. On a un appui assez massif là, de celle qu'on a. Donc, on pense que c'est déjà... mais si jamais, au sommet, on rejetait bon, elle ne peut pas être rejetée, la proposition au sommet. En fait, moi, je pense que... à l'issue du sommet, c'est avec le gouvernement en place qu'il faudra travailler pour mettre en application les propositions qui ont été soumises au sommet. Merci. Donc, prochaine question, Marc Saint-Hilaire, Le Quotidien, qui sera suivi par France Gay, Ma TV. Monsieur Séguin, je reprends les mots que vous avez utilisés. Alors, vous disiez tout à l'heure, à l'époque, il a fallu que je me donne un coup de pied dans le cul pour venir étudier à Jonquière. Qu'est-ce que ça vous a rapporté, justement, de venir étudier en région éloignée? Puis, par rapport à votre carrière, qu'est-ce que vous avez tiré de ça? C'est bien simple. L'autonomie de ma personne, quand il faut se trouver un appart, trouver une job parce qu'il faut payer le loyer et tout ça, c'est une autonomie et une façon de vivre parce que moi, je suis pigiste depuis 30 ans. Enfin, je suis employé. En fait, j'ai plusieurs clients moi-même, les maisons de production, les réseaux de télévision, tout ça. Ça développe une autonomie incroyable, ce qui fait qu'à 19 ans, on est autonome, littéralement. Et c'est hyper bénéfique. On peut pas avoir demandé meilleure éducation globale dans une vie que d'être autonome à 19 ans en se disant par soi-même, là, il faut que je m'occupe de mes affaires, il faut que je me prenne en main. Il y en a qui pensent peut-être aujourd'hui que c'est tôt, à 16 ans, parce qu'il y en a on connaît des Tanguy qui restent à la maison jusqu'à 35 et qui étudient justement parce qu'ils ont la possibilité de faire des études à proximité de chez eux, c'est plus facile. Mais je pense que quand on est passionné, puis il faut l'être pour faire la télé, parce que c'est des heures, personne qui travaille en production de télévision qui a des heures, ou si peu qui ont des heures de bureau, il faut vraiment se dédier à... C'est une vie... je ne dirais pas monastique, mais il faut être passionné. Il faut vraiment connaître. Puis ça, c'est indéniable que le fait de se dépayser de chez soi à 16 ans, ça responsabilise, puis ça fait que tu veux te créer des nouveaux amis. Tu as des gens de partout qui viennent étudier avec toi. Tu fais des contacts avec des gens de partout en province. Des gens avec qui je suis en contact encore aujourd'hui. On s'entraide. Il y en a un qui travaille à Los Angeles. Ben, quand j'y vais, on se voit. Bon, il y a des réseaux qui se créent et ça, c'est
c'est inestimable comme lien. Voilà, je pense que on ne peut pas dire plus que ça. Si vous me permettez un complément. Sur les 5000 diplômés, cas diplômés ATM, jamais, au grand jamais, on a reçu une plainte ou quelqu'un qui déplorait le fait qu'il avait dû s'expatrier au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour venir étudier. Au contraire, les témoignages sont toujours, on a beaucoup apprécié notre passage. La première journée, je me suis demandé ce que je suis venu faire ici. Parce que j'ai été allé chez Bobby, un restaurant sur la 170 qui servait du fast-food. Et puis j'avais commandé un hot dog. Je ne savais pas qu'ici, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils mettaient des frites dans le hot dog. Alors j'ai commandé une grosse frite avec 2 hot dogs. Alors je me suis ramassé avec une pile de frites sur le capot de la voiture, à regarder des vaches dans le champ à côté. Puis je me disais, ouais, qu'est-ce que je fais? Mais après ça a changé rapidement quand j'ai connu les gens ici. C'est un choc de culture. Oui, c'est ça. J'aurais une question. Oui, les frites, c'est ça. Et la pizza chez Boubou, il en a parlé tout à l'heure. J'aurais une question pour Mme Proulx. La semaine dernière, au Cercle de presse, on recevait Pierre Moreau, qui est candidat à la chefferie du Parti libéral du Québec. Bon, certains diront qu'il ne gagnera pas, mais bon, toujours est-il que les idées qu'il lance sont lancées. Lui, ce qu'il disait, c'est qu'il était peut-être temps au Québec de se poser la question sur la pertinence des cégeps. Il ne disait pas de les abolir, mais il disait qu'il était temps de se poser la question sur la pertinence des cégeps. Ce que vous pouvez déduire de ses propos, c'est que certaines spécialités qui pourraient être récupérées par les universités et conservées en région, est-ce que c'est une position qui vous inquiète? Parce que là, dans le fond, là, ce matin, ce qui est demandé, c'est de garder le modèle existant et même de le protéger encore plus avec des ententes d'exclusivité. Et on entend d'autres voix de personnes au Québec qui disent, mais là, les cégeps feraient peut-être commencer à penser que est-ce que c'est vraiment si utile que ça? Bon, c'est une place qu'on prend de la drogue et tout, pour ne pas citer d'autres partis politiques. Mais vous en pensez quoi de ce que j'en pense, c'est cyclique. Hein? À tous les 6, 7, 8 ans, on remet en cause les collèges, les cégeps. Toutefois, on n'est jamais passé à l'acte. Et bien au contraire, en tout cas, moi, si je prends l'expertise du cégep de Jonquière, entre autres, nous, on est le seul collège présentement qui a 4 programmes délocalisés au Maroc. Le Maroc a choisi le cégep de Jonquière parce que le modèle collégial commence à plaire à beaucoup d'autres pays. En fait, pour la formation des techniciens, plusieurs pays, dont le Maroc, le Brésil, l'Éthiopie, avec lequel on a un projet aussi de déployer un programme en télévision. Donc, c'est un peu étonnant. Sur le plan national, on remet en cause encore les cégeps. Et sur le plan international, on revendique de plus en plus notre compétence. Donc, il y a là un discours là, qui est un peu paradoxal. Est-ce que je peux compléter? Oui. En fait, c'est la particularité, le modèle unique. Hein, les cégeps, c'est un modèle unique. Et parce que c'est unique, c'est remis en question. Et si ça avait été un modèle faible, ça fait longtemps que ce modèle-là aurait disparu. Justement par la compétence puis les preuves qui ont été faites. Je pense que c'est un modèle qui a fait ses preuves depuis longtemps. À chaque fois, on réussit à convaincre les gens, finalement, que ce modèle-là, c'est un modèle qui doit demeurer. Alors, la même chose pour les exclusivités. Quand, à chaque fois, on vient remettre en cause cette exclusivité-là, ben les gens constatent l'expertise, les équipements, à quel point ce modèle-là est fort. Je pense qu'on a fait la preuve que notre place était là, puis notre créneau d'excellence, on ne l'a pas obtenu par du lobby, on l'a obtenu par la compétence, puis parce qu'on a des spécialistes ici. Alors, c'est important de le soulever. Puis, là, cette fois-ci, par exemple, la brèche est vraiment faite parce que là, c'est vraiment dans ce créneau-là. C'est pour ça qu'il faut être capable de reculer. On a reculé sur des centrales, on doit être capable de reculer sur un programme. Peut-être aussi rajouter que toutes les perspectives le disent. Là, au niveau des emplois, on prévoit que dans les 5 prochaines années au Québec, on aura besoin de 167 000 nouveaux emplois. Et tout ça requiert des compétences de niveau technique. Alors, comment va-t-il faire, M. Moreau, pour combler ces postes-là si on abolit les cégeps qui donnent de la formation technique? Merci. Donc, prochaine question, France Gay, Ma TV. Par la suite, Raphaël Lapierre, Lapige. Madame Proulx, je vais me faire un petit peu l'avocate du diable. Parce que la compétition, c'est quand même dans tous les domaines, ça peut s'avérer bon. Ça pousse à l'excellence, ça pousse des fois à se remettre en question, à prendre des opportunités. Même on le voit, le Collège Grasset vous pique un peu au vif parce que là, il y a peut-être un programme qui pourrait être intéressant, c'est vrai, je sais pas, bilingue, l'été, ouvrir les portes pour un autre marché. Voilà, vous en pensez quoi?
La compétition, des fois, ça peut être bon aussi. Ça peut pousser à l'excellence. Ça peut pousser, il existe déjà une compétition. Hein? Il y a des écoles privées en communication. On peut choisir la voie universitaire, la cité collégiale. Elle existe déjà, mais au niveau des collèges, la sanction du DEC, nous, on a démontré depuis 45 ans que ça satisfaisait l'industrie et qu'il n'y a pas lieu. En fait, on développe la compétition. Tout à l'heure, je vous le disais, et vous pourrez vérifier. L'adéquation formation-emploi, elle est très claire. Les emplois en production télévisuelle, c'est l'équilibre au Québec. Donc, on crée de la compétition quand on n'est pas capable de fournir le bassin de main-d'œuvre dont on a besoin. Mais depuis 45 ans qu'on fournit l'industrie. Donc, il n'y a pas lieu d'être compétitionné. Par d'autres niveaux, on en convient, mais pas au niveau du DEC. J'ai juste une question. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que si, par exemple, le Collège Grasset offrait la formation, que la clientèle diminuerait ici? Bien, écoutez, c'est sûr que au départ, le permis il est de 25. On peut vous dire, bon, c'est anodin, mais c'est sur le principe, c'est sur la brèche. C'est 25 et je pense qu'on vous a distribué un article dans la revue Convergence dans lequel Grasset termine en disant, si l'industrie est satisfaite, on va en demander encore. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, comme ils ont eu avec la loi, là, ils ont un quota de 25 étudiants. Ben là, il y a avec l'appui, un lobby de l'industrie, il y en auront 50, puis 75, puis un autre. Donc, il faut stopper l'hémorragie dès qu'elle apparaît. S'il vous plaît, c'est un principe aussi d'occupation du territoire. Est-ce qu'on veut tous déménager à Montréal? Il faut le dire. Là. Si tous les programmes doivent être donnés là parce que ça se passe dans ce milieu-là, ben on va le faire. On va fermer la plupart des cégeps de région parce qu'il faut être conscient que c'est important pour avoir une masse critique de personnel, avoir un cégep qui se tient, avoir des offres de programmes intéressantes, avoir une certaine masse critique, c'est ces exclusivités-là qui nous permettent ça. Alors, si on les garantit pas, puis ça, je pense que c'est des principes, c'est des positions d'occupation du territoire plus que de compétitivité. Au niveau de l'excellence, là, puis de la oui, c'est vrai que la compétition, ça peut nous challenger, mais je pense qu'on a fait des preuves au niveau de l'excellence. Puis quand on a une certification ATM Cégep de Jonquière qui est connue partout dans le marché comme étant des finissants hautement qualifiés, qui ont fait leurs preuves, je pense qu'on est capable, même sans avoir une compétitivité très serrée, de démontrer par tous les mécanismes d'évaluation en profondeur de nos programmes, d'analyse de nos programmes, de démontrer qu'on est des programmes de qualité. Je suis d'accord que le programme d'ATM est excellent. Je suis d'accord avec M. Séguin. Je suis finissante d'ATM aussi. Donc, je me demande jusqu'à quel point les étudiants décideraient un collège tout récent plutôt qu'une institution comme le Cégep de Jonquière. On va avoir cette réflexion-là. Je vais revenir à mes questions. Je vais aller à Raphaël Lapierre, par la suite Marc Saint-Hilaire. Donc, ma question, en fait, c'était avec l'instabilité du gouvernement en place, on le sait, avec un gouvernement minoritaire, il y a une possibilité quand même d'élection dans les prochains mois, peut-être. Est-ce que ça risque pas de devenir un enjeu électoral, tout ça, là, de régler la question avec une loi sur l'exclusivité des programmes collégiaux? C'est hypothétique, je ne saurais le dire, sauf que présentement, on travaille avec notre député ministre, M. Gaudreau, qui est très sensible à la cause. Et bon, on ne peut pas prédire qu'est-ce qui va se passer, mais M. Gaudreau est très diligent sur cette question-là. Merci. Donc, avant d'aller à Marc Saint-Hilaire, ce qui devrait arriver dans quelques instants. Donc, vas-y, Marc, le quotidien. Oui, alors j'aimerais savoir, c'est bien connu, ATM est un programme qui est contingenté. J'aimerais savoir combien de personnes sont refusées au programme chaque année? Ça varie, là, ça dépend. D'abord, les 3 programmes, on admet dans les 3 programmes ou dans les 2 programmes exclusifs, là, 240 étudiants dans les 2 programmes exclusifs. En communication, 120 et en télévision, 120 également. On a autour de 600 demandes d'étudiants pour les 240 places qu'on a. On a déjà eu plus de demandes que ça, mais on a quand même autour de 600 demandes. Et puis, les dossiers sont analysés. Il y a 2 façons de les admettre, en fonction des résultats scolaires, puis aussi en fonction de portfolios que les jeunes ont développés au secondaire. Il y a 2 façons d'admettre ces jeunes-là. Ça, c'est toujours avec un souci au niveau de l'équation. L'adéquation, oui. L'adéquation.
Puis, nos taux de placement, on a ici, je ne sais pas si vous avez eu le document en question, mais nos taux de placement en télévision sont de 84 ça joue entre 80 et 90 Ça démontre que nos étudiants se placent bien, qu'il y a suffisamment de jeunes. L'industrie, présentement, elle ne crie pas qu'ils ont besoin de main-d'œuvre et qu'ils ont besoin de finissants. La main-d'œuvre est suffisante. Alors, on ne comprend pas le besoin. Il n'y a pas de besoin. On ne comprend pas pourquoi. Juste une sous-question. Auquel cas, est-ce qu'on sera en mesure, justement, d'accueillir davantage d'élèves ici au Collège de Jonquière, au Cégep de Jonquière? Ça pourrait être une possibilité. Si jamais il y avait des besoins grandissants, oui, ce serait possible d'accueillir davantage d'étudiants. Là, présentement, pour les équipements qu'on a, les studios qu'on a, la place disponible, nous, on ne veut pas avoir 20 caméras par élève. On considère que le nombre est je pense, optimal. Oui, 20 élèves par caméra. Oui, plutôt. Alors, on considère que le ratio est optimal pour l'instant. Et si jamais il y avait des besoins grandissants, oui, ce serait possible d'admettre une cohorte supplémentaire. Oui. Merci beaucoup. Pour revenir, je vais refaire du pouce sur la question de France. Là, on parle en ce moment de question d'exclusivité du programme de Jonquière. Là, ce qui est visé par l'Institut André Grasset, c'est la question de la production télé, c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais l'exclusivité et la compétition, pour ce qui est du journalisme, l'exclusivité, elle existe peut-être au cégep, mais par rapport à l'université, bon, moi, j'ai été formé à l'Université Laval, il y a d'autres universités qui ont des problèmes en communication. Il y a des programmes qui peuvent ressembler, qui sont assez semblables. Et il y en a une compétition, et j'imagine que cette compétition-là, avec la pige, avec ce qui se fait en journalisme, elle existe déjà. Pourquoi cette même compétition-là, pourquoi ça serait néfaste pour la production télé? Alors que pour le journalisme, la compétition existe déjà. À deux niveaux, là, mais... En fait, c'est pour la sanction à laquelle la formation achemine l'étudiant. Lorsque vous allez à l'université, vous allez avoir un bac. Lorsque vous allez aller dans une école privée, c'est une certification maison. Mais présentement, et on y tient, le seul collège au Québec qui peut décerner un diplôme d'études collégiales en télévision, c'est le Cégep de Jonquière. Et on ne prend pas le fait qu'un autre collège, même si ce n'est que pour 25 étudiants, ait cette autorisation-là. En journalisme, elle existe, la compétition, et j'imagine que ça vous force à être meilleur. Pourquoi ça ne serait pas le même cas en télé? Moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'avantage d'avoir la concentration, c'est le mélange des différentes options et aussi l'âge à laquelle on sort d'un programme collégial qui est beaucoup plus tôt qu'évidemment un bac. Alors, quelqu'un qui fait ses preuves sur le terrain à partir de l'âge de 19 ans a, à mon avis, que ce soit en journalisme, en production télé, un avantage sur celui qui sort à 25, 28, 26 ans. Parce que, veut pas, il faut se le dire, quelqu'un en production télé qui sort de l'université ou du cégep va occuper le même genre de poste à la sortie. Alors, l'avantage de ces 5-6 années-là, à la sortie d'un cégep, c'est un grand avantage pour un étudiant. Puis, c'est ce qu'offre le programme ici, je pense. Je reviens à Mme Proulx. La compétition, vous la vivez bien pour ce qui est de journalisme? Oui. Ça vous force, j'imagine, à être meilleur? En quoi, en télé, le même raisonnement ne s'appliquerait pas? Il y en a déjà aussi de la compétition, mais moi, je vous dis, c'est le principe. Ça fait 45 ans qu'on offre le DEC et on veut continuer à le poursuivre sans qu'il y ait de brèche. Merci. Prochaine question, Catherine Gaudreau-Astral. Par la suite, Éric Arsenault. Madame Gauthier, tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous avez dit, est-ce qu'on va déménager tous les collèges à Montréal? Est-ce qu'en bout de ligne, ça pourrait pas jouer en faveur du Collège Grasset, du fait que, bon, ils sont à Montréal, le poids médiatique montréalais est très fort. Dans les médias, on le vit, cette réalité-là, quand on est en région versus nos collègues qui travaillent à Montréal. Pensez-vous qu'en bout de ligne, ça pourrait faire une différence et ça pourrait jouer en leur faveur, le fait qu'ils sont, veut pas, où le poids médiatique est plus important au Québec? Oui, c'est pour ça qu'il faut justement défendre cette position-là. Parce que, tu sais, pour un étudiant à Grasset, là, je pense que les taux le coût va être autour de 18 000 Bien, pour un étudiant, ça représente peut-être à peu près le même montant que de venir s'installer à Jonquière pendant 3 ans. Alors oui, je pense que ça peut être très attrayant. Il y a un poids médiatique, vous l'avez dit. Puis c'est pour cette raison-là qu'il faut avoir une position politique qui maintienne l'occupation du territoire, qui s'assure justement de ne pas débalancer toutes les régions, puis de créer, puis de faire... Là, ça va mettre encore plus d'emphase sur les régions, les grandes régions, les régions montréalaises. Puis ce qu'on veut, c'est justement d'avoir un équilibre. Cet équilibre-là, il faut avoir des balises pour les faire respecter. Puis ces balises-là, c'est modifier la loi. Merci. Prochaine question, Éric Arsenault.
Ma question s'adresse, si tout le monde veut y répondre, tant mieux. Puis peut-être que vous avez déjà répondu à ces questions-là. C'est une technicalité peut-être, mais moi, j'arrive pas à me mettre ça dans la tête. Comment se fait-il qu'un gouvernement soit en mesure de fermer une centrale nucléaire, soit en mesure de mettre au rebut des projets de mini-centrales hydroélectriques, de décréter l'abolition d'une hausse de frais de scolarité, mais soit pas en mesure de retirer un permis à un collège privé qui donne un programme qui vient concurrencer le nôtre? C'est une technicalité administrative. Moi, je ne comprends pas pourquoi le ministre de l'Enseignement n'est pas capable tout simplement de dire, ben là, ça marche plus, on recule. Bien, en fait, il y a une autorisation ministérielle. Mme Courchaine a signé. Donc, bien sûr, Grasset, à ce moment-là, a commencé à acheter des équipements, mais je suis tout à fait d'accord. Si on peut stopper des projets de mini-centrales dans lesquels il y avait des engagements et qu'on parle de compensation, ben moi, je pense qu'on va appliquer la même logique, qu'on donne une compensation à Grasset pour ce qu'ils ont acheté puis ce qu'ils n'auront pas besoin en ne donnant pas le programme. Est-ce que ça a été discuté avec le ministre Duchesne? Ça va faire partie des discussions. Est-ce que vous avez des discussions aussi, parce que normalement, bon, quand il y a un projet du gouvernement, on va voir l'opposition, et souvent, c'est l'opposition qui porte le ballon. On l'a vu, bon, dans les mini-centrales, on a même vu l'ADQ, la CAQ et Québec solidaire. Mais dans votre dossier, je pense que vous allez voir les libéraux, vous n'aurez peut-être pas une bonne oreille, là. Bien, vous comprendrez que là, l'opposition, il y en a deux. Hein? Donc, non, écoutez, on travaille le dossier avec le gouvernement en place parce que, bien sûr, si les libéraux avaient tenu à l'exclusivité, Mme Courchaine n'aurait pas signé. Donc, et nous, on est très bien représentés par M. Godreau dans la région. Donc, pour vous, il n'est pas question pour l'instant d'aller voir d'autres partis politiques pour faire pression sur le Parti québécois? Ça ne fait pas partie de la stratégie. Puis maintenant. En fait, c'est ça, parce que notre stratégie, c'est qu'au sommet sur l'enseignement supérieur, on confirme les exclusivités, puis à partir de ce moment-là, il y aura ce qu'il faut, le gouvernement aura ce qu'il faut pour, justement, modifier cette loi-là pour la garantir. Là, c'est notre stratégie pour l'instant. Si ça ne fonctionne pas, bien, il y aura d'autres moyens, on prendra d'autres moyens pour arriver à nos fins, c'est certain. Merci. Prochaine question, il y avait France Gay, qui est là, le micro est de retour. Par la suite, Vicky Boutin, Radio-Canada. Oui, France. J'aimerais vous entendre sur justement le plan de développement d'ATM. Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes en train, sur quoi vous êtes en train de travailler, plancher? Il y avait, comme par exemple, on a entendu parler il y a quelques années, mais on en entend moins parler du deck back avec l'UQAC. Aussi, on a soulevé tout à l'heure, André Grasset, en tout cas, peut-être un programme bilingue ou justement ouvrir les portes l'été pour des formations d'appoint. Est-ce qu'il y a des choses qui sont sur la planche à dessin? Oui, en fait, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un système là, très sophistiqué au collège d'évaluation des programmes. Donc, les trois programmes en ATM ont passé à l'évaluation. Lorsqu'on fait l'évaluation de programme, ça nous permet d'aller vérifier aussi auprès de l'industrie et ça permet de sortir des plans d'action aussi pour affiner. Bon, ce qu'on peut vous dire au niveau de l'UQAC, c'est toujours en pourparler la question d'avoir un bac qui serait complémentaire. Et on peut vous dire aussi qu'au niveau des programmes, on est toujours en forme d'amélioration continue. Je prends la télé, par exemple, et bien sûr mes profs qui sont plus spécialistes que moi. On doit faire un virage vers le HD, le numérique. On peut vous dire que tout ça est en train de se faire. C'est ce qui a permis, c'est ce qui a fait que l'an dernier, on a investi là, 3 millions supplémentaires pour la mise à jour des équipements pour arrimer la nouvelle technologie. Merci. Avant d'aller à Vicky Boutin, j'ai une question pour Pierre Séguin. C'est quoi la plus grande qualité des étudiants qui sortent d'ATM et qui arrivent pour travailler avec vous? Je pense que c'est indéniable, ce qu'on peut dire qu'ils sont spécialisés en polyvalence. C'est-à-dire que ici, le cégep forme vraiment l'étudiant à répondre à un grand éventail là, de possibilités sur le terrain. Moi, j'en suis un exemple. Il y en a d'autres que je connais qui... Enfin, tout le monde a cette grande... C'est pas pointu, c'est ça qu'on dit. Puis le fait de côtoyer d'autres options dans le même programme, ça ouvre à l'esprit, bon, OK, c'est le même, ça marche, la préparation de ça. Moi, je fais pas ma job, je vois qu'est-ce qui se passe ailleurs, qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Bien, c'est ça. Puis, donc, c'est ça, c'est la polyvalence du programme. C'est clair. Merci. Donc, prochaine question, Vicky Boutin, Radio-Canada.
Est-ce que, justement, la réputation d'ATM, votre renommée, pourrait faire que vous allez conserver tout de même votre bassin d'étudiants, même si André Grasset offre son programme en septembre? Comment vous voyez ça? Jusqu'à quand? Là, c'est 25 sur cette année, mais si c'est possible, si on ne change pas les choses, là, ils vont pouvoir le faire dans une autre spécialisation, puis on peut passer de 25 à 50 si ça va bien. C'est ça qui est le danger. On comprend que là, pour les 25, c'est la brèche et c'est le signal qui est envoyé. Les collèges privés, si vous avez du financement suffisant, vous pouvez partir. Là, la situation va changer. Imaginez dans 5 ans, puis dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? La réputation, là, on l'a au niveau de l'excellence, au niveau de nos finissants. Mais si la pression, puis on le disait tout à l'heure, si la pression est trop forte, puis que ça se situe, que ces programmes-là sont offerts tous à Montréal, bien, ça peut arriver qu'il y ait un drainage vers la région de Montréal. Puis la qualité aussi des jeunes qui arrivent présentement, parmi les 600, on choisit de 240 bons CV ou potentiels. Alors, plus ce chiffre-là baisse, bien, évidemment, vous comprenez la logique derrière ça. Il faut maintenir ce nombre-là, cette masse critique-là. Je vais revenir, je suis en journalisme écrit, je vais revenir là-dessus. Vous parliez tout à l'heure de taux de placement. Comment vous voyez l'avenir parce que dans le fond, là, vous formez des jeunes à être journalistes, pour certains, là, selon les concentrations. Comment vous voyez l'avenir du journalisme au Québec? Les médias écrits, on ne se comptera pas d'histoire, là. On n'est pas parti vers en haut. Donc, il y a un changement qui va se faire. Mais comment vous voyez l'avenir des étudiants en journalisme que vous formez? Bien, nous, ce qu'on peut dire, c'est que notre corps professoral est toujours à l'affût des nouvelles formations, du perfectionnement. Dans le fond, ce qu'on dit, c'est que notre équipe, qui est une seule équipe, là, on ne retrouve pas une concentration d'un nombre aussi important d'enseignants, d'enseignantes dans aucune autre maison d'établissement. Alors, bien sûr, ils sont au fait de l'évolution. Puis à chaque fois qu'il y a une évolution, vous l'avez dit, les médias écrits ont produit la pige, mais dorénavant, ça n'existait pas il y a 10 ans, mais maintenant, nos étudiants font un journal web aussi, qui font un journal papier. Donc, on suit l'évolution. Je pense qu'il ne faut pas mélanger médias écrits et médias imprimés. C'est sûr que l'imprimé disparaît, mais le média écrit, ça va toujours prendre des bonnes histoires, que ce soit écrites sur le web, dans un journal, même dans la télévision. C'est les histoires, c'est ça la base de notre métier, c'est de raconter des histoires. Il faut les écrire, que ce soit avec un typewriter Remington ou avec un ordinateur. On va toujours écrire des histoires. Donc, je m'inquiète pour rien. Oui, non, c'est ça. Je pense que... je suis bien content de l'entendre. On va retourner à France Gay et je vais faire un dernier appel pour les questions. Donc, France. Je voulais savoir, sur vos 240 étudiants, il y en a, c'est quoi le pourcentage qui vient des autres régions du Québec versus ceux qui viennent de Montréal? Parce que ceux qui viennent des régions ne voudront pas nécessairement s'en aller à Montréal. Ils vont préférer aller, peut-être, dans une région comme ici. Madame Gauthier va vous répondre, mais on avait une carte. Là, non, c'est pour les appuis, hein, France, Tremblay. Okay. En fait, 80 viennent de l'extérieur du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et dans ce 80 %-là, la très grande majorité vient de la couronne de Montréal et les environs. Ça, c'est la très grande majorité. On en a d'autres régions, évidemment, là, mais la plus grande proportion vient de la région de Montréal. Et oui, dans les finissants, il y a de toutes sortes. Il y en a qui restent en région, il y en a qui vont dans d'autres régions, puis il y en a qui retournent dans la région de Montréal.